Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Saison 6, épisode 7, Antoine Vidal, Gaël Madouas et Slash, 3 brasseurs. Au milieu des années 1980 en France, le nombre de brasseries est réduit à peau de chagrin. Les 2 guerres mondiales ont condamné un très grand nombre de brasseries à mettre la clé sous la porte et l'industrialisation s'est emparée du marché. Elle est révolue l'époque où autrefois, dans le Nord, chaque village avait sa brasserie. Les derniers acteurs tirent la langue et cèdent leurs entreprises à des groupes plus solides. Dans ce contexte, Patrick Bonduel, dont les ancêtres avaient fondé la brasserie du Pélican, qui produisait notamment la pelle forte, Patrick Bonduel a l'idée de créer dans le centre de l'île, face à la gare Lille-Flandre, un concept de restaurant où la bière servie aux clients est brassée sur place. Nous sommes en 1986, 3 brasseurs est né. 35 ans plus tard, le groupe s'est considérablement développé, comme nous allons le voir dans cet épisode du Podcapsuleur. Bonjour, je suis Antoine Vidal, bienvenue chez 3 brasseurs. Antoine, tu es le birologue de la maison. Explique-nous ton métier. Birologue chez 3 brasseurs, ça consiste en quoi ? Mon job, c'est de mettre en valeur la bière, si on devait résumer ça en une phrase, mettre en valeur la bière à toute échelle de l'entreprise. Et il y a 2 gros axes de travail pour ça. Mon quotidien est rythmé entre toute la partie commercialisation, marketing et surtout accompagnement des équipes pour valoriser le produit bière dans nos restaurants microbrasseries. Que ce soit certes nos brasseurs, mais surtout aussi ceux qui sont au contact de la clientèle, les serveurs, les directeurs de restaurants et les managers. Aujourd'hui en France, tout le monde connaît 3 brasseurs, chaîne de restaurants, microbrasserie. C'est déjà une vieille institution parce que l'histoire de 3 brasseurs commence avec les brasseurs en 1986 en face de la gare Lille-Flandre dans le Nord. C'est le premier restaurant qui existe encore aujourd'hui. Effectivement, 86. Ça rajeunit personne, surtout sur la planète bière. On faisait office et on fait encore office aujourd'hui de précurseur. Parce que si on se remet un peu dans le contexte, et là je t'apprendrai rien, 85, on a une brasserie comme Coref qui ouvre en Bretagne, et 3 brasseurs apparaît en 86. Et fait office un petit peu d'ovni, parce que un restaurant plein milieu d'un gros centre-ville, en face d'une gare où tout le monde passe tous les jours, et on brasse à l'intérieur. Donc ça, c'était une volonté du premier patron des 3 brasseurs, Patrick Bonduel, et de ses associés. En fait, c'est un monsieur qui avait possédé auparavant avec sa famille la brasserie Pelleforte, qui avait revendu l'entreprise, et qui a eu cette ambition à un moment donné de se dire, mais j'aimerais retrouver en fait des lieux de vie, comme il y avait dans le temps dans le nord de la France, mais on retrouvait ça aux 4 coins de la France, surtout entre 2 guerres et même début du XXe siècle, c'est-à-dire un restaurant où on brasse au cœur de l'établissement. Et c'est ce qui donnait d'ailleurs historiquement le nom même de brasserie. C'est resté le restaurant, le lieu de restauration populaire, la brasserie. Mais à la base, c'était le lieu où on brassait la bière. Et on venait en plus se restaurer. Donc en fin de compte, il a recréé cette espèce d'estaminet de lieu de vie où on produit et on consomme le produit bière. À cette époque, on est encore bien loin de ce qui peut se passer aujourd'hui quand on regarde du côté des États-Unis ou du Canada avec les brewpubs. C'est assez précurseur comme phénomène, mais finalement, c'est aussi inspiré de l'histoire et du patrimoine du Nord avec les estaminets et puis cette époque où il y avait une brasserie par village. C'est exactement ça, et c'est d'ailleurs un peu tout le paradoxe parce que pas mal de jeunes générations qui vont venir chez nous se disent les 3 brasseurs, c'est un brewpub, ça a été parmi les premiers brewpubs de France et tout. Oui, mais en fin de compte, ça c'était pas, à mon avis, voulu comme ça du tout au départ, parce qu'il n'y avait pas du tout de mode au milieu des années 80, des brewpubs à l'américaine, comme on voit aujourd'hui pulluler dans tous les gros centres-villes français. La hype du brewpub n'existait pas. À l'époque, milieu des années 80, il n'y a plus grand monde, tu parlais de Coref, mais il reste quoi, une trentaine, quarantaine de brasseries dans toute la France ? On peut convenir qu'effectivement, c'est entre 30 et 40, comme tu dis, il n'y avait plus grand monde, quoi. Et dans les 30 et 40, faut déjà compter les industriels qui eux-mêmes avaient racheté énormément de brasseries. Parce que certes, on l'oublie un peu, les 2 guerres mondiales ont fait du mal à toutes ces petites entreprises, toutes ces petites brasseries de villages, de villes, qui avaient peu d'hectolitres, on va dire. Mais surtout, ça a été une ambition et un sacerdoce de la part des très gros de racheter pour justement se retrouver avec une forme de monopole sur les marchés locaux. Et donc en 86, on se retrouve dans une situation, milieu des années 80 si on résume, où effectivement, ouvrir un brewpub qui fait du 800 litres au milieu d'un centre-ville, vous êtes juste un extraterrestre quand vous faites ça en fait. On est en 1986, en face de la gare Lille-Flandre, ça s'appelle Les Brasseurs, et il faudra attendre un petit peu, 8 ans pour être précis, avant de voir ouvrir un deuxième restaurant du côté de Calais. C'est le premier d'une longue série ? Oui, c'est ça, il a fallu un petit peu de temps avant que le concept puisse se développer. De sources sûres, et on le
voit d'ailleurs dans une vidéo qui est assez sympathique sur Internet, où on voit Monsieur Bonduel, Patrick Bonduel, s'exprimer sur le sujet et qui envisage déjà en 1986, au moment de l'ouverture de son établissement, de développer le concept en franchise. Mais il a fallu un petit peu de temps pour, je pense, asseoir les fondamentaux. Et dans les années 90, ça y est, c'est parti. Ça commence à se développer. Il y a Coquel, Calais, puis d'autres vont suivre derrière. Donc principalement dans les Hauts-de-France et surtout proche de la métropole lilloise. Et le boom va vraiment commencer au début des années 2000. Il va y avoir plus qu'un changement de direction parce qu'on se retrouve en 2003 être racheté par Agap Restauration. C'est notamment le groupe de restauration. On va retrouver des enseignes comme Flunch, qui sont toujours aujourd'hui, Il Ristorante et bien d'autres, et qui en fait appartient à la famille Mulliez et donc in fine entre guillemets à la galaxie Auchan, Decathlon, tout ça. Mais c'est une entité à part. Mais ce qui fait que forcément on arrive avec une famille qui est réputée pour avoir envie d'investir quand elle investit un sujet justement, et donc avec cette idée de dupliquer le système 3 brasseurs en franchise et d'intensifier la duplication du modèle avec une idée fixe et qui est toujours la même aujourd'hui, arrivée bientôt en 2023, enfin en 2022, c'est de garder l'essence même de ce qu'est la boîte, c'est-à-dire un endroit où on consomme la bière, certes, mais où on la brasse sur place. Voilà. Et ça, c'était très précurseur dans les années 80. Et c'est dit texto dans les textes, les vidéos des premiers associés, c'était leur leitmotiv, et ça a toujours été le leitmotiv, quels que soient les gens à la direction. Et aujourd'hui, notre actionnaire principal, c'est toujours la même chose, quoi. On ne veut pas s'éloigner de ça. On nous donne les moyens pour pouvoir continuer à créer des restaurants avec des micro-brasseries à l'intérieur. On s'est structuré au-delà de nos brasseurs qui sont sur chaque site, parce que bon, si on annonce un peu le nombre de sites qu'on a aujourd'hui, à date, là, quand on fait l'interview, on est quand même à 66 sites en France métropolitaine plus dom-tom, donc 61 en France plus 5 dans les dom-tom. Donc pour les citer, La Réunion, on en a 3. Il y a Tahiti, on en a 1, et Nouméa. Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait du monde, ça fait un brasseur minimum par site. Vous prenez le site historique de l'Île-Gare, il y en a 2 à temps plein par exemple, parce que ça brasse beaucoup, et il y en a 15 au Canada, il y en a 2 au Brésil, donc toujours le même système. Même au Brésil, il y a des brasseurs sur place qui vous brassent votre bière. On ne déroge pas à ça. On peut innover, on peut faire des choses changeantes, essayer de faire bouger les lignes, mais par contre, notre ADN, c'est venez chez nous. On a un brasseur ou une brasseuse qui est là pour vous fabriquer votre bière. Et qui plus est, vous pouvez les voir bosser, vous pouvez les voir fabriquer au cœur du restaurant. Et franchement, moi qui étais brasseur auparavant, il y a quelques années aux 3 brasseurs, c'était fabuleux pour moi en tant que brasseur de pouvoir être en train de fabriquer mon produit et d'avoir le plaisir de voir les gens en train de le déguster, de manger avec juste en face de moi, d'interagir avec eux. Ça, c'est une vraie plus-value. Quand vous êtes brasseur, vous n'avez pas toujours cette chance-là, quoi, suivant les entreprises où vous êtes. Souvent, en plus, vous êtes plutôt dans un atelier. Donc, vous êtes dans une zone artisanale, une zone commerciale, mais vous n'êtes pas en train à tout bout de champ d'interagir avec le client et qui est en train de se régaler de ce que vous avez produit. Vaut mieux d'ailleurs qu'il se régale. S'il ne se régale pas, c'est qu'il y a un petit souci sur la qualité. Mais pour le coup, c'est plutôt chouette, c'est gratifiant. La qualité, justement, on en reparlera tout à l'heure quand on ira visiter le labo de 3 brasseurs. Juste avant ça, on va s'arrêter un instant sur l'évolution. On a parlé de l'évolution numérique de l'entreprise avec la multiplication du nombre d'établissements en France, mais aussi à l'étranger. Il y a aussi une autre évolution qui est importante, c'est que au début, peut-être que les brasseurs étaient plus facilement des opérateurs de brasserie qui appliquaient une recette. Et depuis plusieurs années, l'entreprise a pris un virage qu'on pourrait appeler le virage craft, en laissant un peu plus de marge de créativité aux brasseurs qui travaillent dans les différents établissements. Oui, tu as raison de dire un virage craft, mais au-delà du mot craft, qu'on utilise à tout va maintenant dans le monde brassicole français, à juste titre parce qu'il résume bien la situation, mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte que si on voulait continuer à motiver, à recruter des brasseurs de qualité, on ne pouvait plus simplement être dans fabriquer blonde, blanche, ambrée, brune, comme on a fait pendant des années et des années. Le virage se fait vraiment à partir, on va dire, si on résume, de 2015. Et à partir de 2017, par exemple, tous les mois, on a une bière éphémère minimum par établissement. Donc celle-ci est imposée en début de mois par le siège. Il faut savoir que les recettes sont parfois créées par Gaël, en l'occurrence, qui s'occupe de la recherche et développement pour le national, et les brasseurs doivent certes la reproduire, mais par contre, plein de ces recettes-là, déjà qui sont dupliquées au national, sont souvent sélectionnées sur des recettes que les brasseurs eux-mêmes ont réalisées en local. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aux 3 brasseurs, vous avez une gamme en général sur la plupart des restaurants 3 brasseurs de 8 bières. Sur 8 bières, vous allez en avoir
5 qui sont, on va dire, un petit peu obligatoires, incontournables, où ils se sont imposés à nos brasseurs. Dedans, vous allez retrouver des grands classiques comme la blonde, qui est une Golden Ale, une bière de soif, notre ambrée historique, notre blanche, donc une bière de blé, l'IPA, parce que c'est incontournable, on se doit d'avoir une IPA partout en France, qui change tous les ans. Pour le coup, on change les cultivars de houblon tous les ans. Et la fameuse bière du mois, donc qui est même pas un peu, malheureusement pour eux, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, elle est obligatoire parce on va faire découvrir des styles, des nouveautés justement aux clients grâce à la bière du mois qui est nationalisée. Par contre, ça fait que 5 ça. Donc il vous reste potentiellement 3 becs où vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, si un brasseur il est créatif, il peut vraiment se faire plaisir dans notre monde, quoi. Et ben nous c'est le cas, on leur laisse la possibilité de s'exprimer. Et vous avez des brasseurs après leurs 2 mois de formation en interne quand on les recrute. Alors ils viennent de divers horizons. Vous avez des gens qui sont des passionnés, qui se reconvertissent, mais on en a beaucoup qui viennent de métiers d'ingénieurs, qui ont fait des métiers liés à la fermentation, qui ont été en labo. Voilà, on a divers profils. Donc il y a des gens, et puis des gens qui ont de l'expérience dans d'autres brasseries, qui sont brasseurs chevronnés depuis longtemps. D'ailleurs, tu verras tout à l'heure Slash Erwan, qui lui a même tenu sa brasserie pendant une 15aine d'années. Enfin voilà, on a des parcours totalement différents. Dans tous les cas, que vous ayez une courte expérience auparavant avant d'arriver brasseur aux 3 brasseurs ou 15 ans d'expérience, au bout de 2 mois après votre formation, si dès le 3e mois vous avez envie de faire une création, mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Au contraire, on encourage ça. La seule chose, c'est que par contre, pour pas qu'on fasse n'importe quoi, pour qu'on se retrouve avec des produits qui ne soient pas de la bière officiellement, des choses comme ça, c'est checké. C'est-à-dire que voilà, là, il y a des animateurs brasseries, c'est des managers brasseurs qui gèrent les différents sites et qui accompagnent nos brasseurs dans leurs difficultés techniques. Eux vont voir les recettes arriver sur leur bureau, leur fiche technique, et valident. S'il y a un souci, ils reprennent avec eux, puis voilà. Pour le coup, non, on n'a quasiment jamais un refus, quoi. Voilà. Pour résumer, on a une gamme permanente qui est commune à tous les établissements et finalement une 15aine de bières éphémères par an entre les bières du mois et les bières saisonnières comme la bière de Noël ou la bière de printemps par exemple. Ouais, on arrive à 15 bières qui sont, comme tu le dis, soit saisonnières, soit mensuelles. Les saisonnières, elles, en général, ne bougent pas beaucoup. Il arrive qu'on retouche un peu les recettes sur notre bière de printemps, notre bière de Noël peu, parce qu'elle plaît bien comme ça. Mais on s'interdit jamais d'y retoucher si besoin. Et par contre, effectivement, les bières mensuelles, c'est-à-dire que le mois de septembre 2021 ne sera pas le même, ne sera pas la même bière en septembre 2022 et ainsi de suite. On a des thématiques aussi, on s'amuse cette année, c'était la thématique musicale. Donc on s'est amusé à faire des créations de bières mensuelles sur la thématique musicale. On a eu une bière en septembre qui s'appelait la Disco Grume avec de la mandarine à l'intérieur sur le thème disco, voilà. Et l'année prochaine, je peux vous le dire, en 2023, ce sera sur le thème des grands courants cinématographiques, les grands thèmes cinématographiques. Donc on retrouvera des bières western, samouraï et compagnie, quoi. Ça risque d'être sympa. Et on fait ça en collaboration en plus étroite maintenant. On commence à vraiment bien bosser ensemble. Ça n'a pas été toujours le cas par le passé avec nos collègues canadiens. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, on a des restaurants au Brésil et au Canada. Et au Canada, on est très très bien implanté, au point que les Québécois souvent pensent que la marque 3 brasseurs, c'est québécois. Alors qu'en fait, désolé de les décevoir, mais c'est lillois. Et pour le coup, ils sont très créatifs, parce que de toute façon, ils n'ont pas trop le choix depuis longtemps, parce que c'est un gros pays de bière et qui est en avance sur plein de sujets par rapport à nous en France. On bosse vraiment main dans la main avec nos collègues canadiens maintenant, et on va le faire de plus en plus. C'est une volonté de notre hiérarchie, de Jean-Baptiste Biraudier, qui est devenu chef pôle bière international. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a encore plus de synergie entre les différents pays. On n'a pas fini de faire des créations assez sympathiques, voilà, pour tout dire. Je vous emmène maintenant découvrir le laboratoire de recherche et développement de 3 brasseurs où nous attend Gaël Madouas. Bonjour. Bonjour Olivier, bienvenue. On est dans le labo, il y a des microscopes, il y a des tas de fioles partout qui occupent l'espace. Il y a Manon qui est devant son microscope en train de chercher les potentielles contaminations dans les bières. Qu'est-ce qui se joue ici dans ce laboratoire ? Ici, on est vraiment sur la partie contrôle qualité. Donc mes collègues, comme tu as dit, Manon, qui est technicienne de labo ici, et Guillaume Lescam, qui est le responsable du laboratoire. C'est la contrôle qualité, donc c'est là que toutes nos bières 3 brasseurs des 60 sites français sont analysées. Donc on est à peu près à 5000 échantillons par an analysés. Ça prend en compte l'alcool, la turbidité, donc le trouble, l'amertume et le pH. Donc toutes ces informations-là vont nous permettre de savoir si nos bières sont conformes aux recettes et à ce qu'on veut rendre à nos clients. C'est-à-dire que le moindre brassin réalisé à l'autre bout de la France, il arrive ici ? Exactement. Il arrive ici, et comment il arrive ici ? En fait, on a un poste aux 3 brasseurs qui est assez spécifique dans le monde de la bière, qui est le poste d'animateur brasserie. Ce métier-là, c'est souvent
même tout le temps, d'anciens brasseurs, 3 brasseurs, qui sont passés managers et donc qui ont, dans une région en France, il y en a actuellement 6, qui sillonnent leur région, qui vont faire les prélèvements de bière dans la brasserie, qui accompagnent techniquement le brasseur, un petit peu de management, conseil technique, la relation avec le directeur et les différents métiers du restaurant aussi. Et donc eux nous envoient les échantillons qu'ils ont prélevés sur site, qui sont ensuite analysés ici, donc par Manon, comme tu l'as dit tout à l'heure. Entre le moment où la bière est brassée, le moment où elle est analysée ici, il s'en est déjà écoulé quelques litres en restaurant, non ? Oui, alors nous, principalement, on fait de la bière pression. Donc ça pose moins de problèmes. On n'a pas forcément de libération de l'eau comme des brasseries qui font beaucoup de bouteilles, beaucoup de canettes. On a un petit peu de vente à emporter, mais c'est à peu près 5% de nos ventes. Donc le fait que ce soit de la bière pression, forcément, on est tout le temps au frais. Ça ne bouge pas du restaurant. Donc il y a beaucoup moins de risques évidemment puisque la bière n'est pas en contact avec une température plus élevée qui pourrait faire développer des micro-organismes ou poser des problèmes sur la qualité. Donc nous on est vraiment beaucoup sur de la pression. Ça n'empêche pas de faire des contrôles sur la microbiologie. On a des contrôles donc microscope, etc., développement sur boîte de pétri, qui permettent de savoir si on n'a pas des bactéries lactiques, des bactéries non voulues dans nos bières qui contamineraient à la suite, en réaction aux chaînes, tous nos brassins sur site. Donc ça fait partie du contrôle qualité qu'on fait ici. Deuxième partie du laboratoire. Ici, on arrive face à une toute petite unité de production. Tu brasses de la bière ici, toi ? Oui, on fait de la bière. Donc c'est une brasserie pilote, une Pico-brasserie, 60 litres, voilà, qui nous permet de faire les tests, qu'on duplique ensuite partout en France, même au Canada, ça peut arriver aussi, au Brésil. Voilà, ça permet de faire les tests version petit avant de se lancer dans le grand bain. Parle-nous des matières premières, puisque tu es aussi responsable des achats pour l'ensemble des établissements 3 brasseurs. Oui, parce que mine de rien, on est des petits brasseurs, mais éparpillés un petit peu partout. Plus de 60 sites de production en France maintenant. Forcément, il y a un défi logistique d'envoyer nos matières premières dans tous les restaurants. Là-dessus, on a quand même une souplesse en local, c'est que les brasseurs, peu importe la taille du restaurant, le débit qu'ils vont avoir sur place, commandent au fur et à mesure selon leurs besoins. Et donc là, on a une plateforme logistique où on centralise donc tous les fournisseurs de malt, de houblon, et ensuite les brasseurs commandent à la carte. Et donc ça, c'est très pratique quand on a un réseau de 66 restaurants. Forcément, on a besoin de ces plateformes logistiques. C'est un gros défi pour nous. Matières premières françaises ? Sur l'orge, 100% français. On est sur malterie franco-belge et française. Voilà, on a plusieurs fournisseurs, on diversifie un petit peu. Le houblon principalement européen, allemand notamment. On a aussi des bières événementielles avec du houblon français. On essaye aussi de partir sur du houblon de plus en plus des Flandres, même si ça reste difficile de s'approvisionner. On est quand même sur 50 000 hectos sur l'ensemble des 3 brasseurs, juste en France. Tu nous as pas parlé de la levure, mais c'est aussi une part importante de ton boulot, puisque chez 3 brasseurs, l'entreprise réalise elle-même sa propagation de levure. Oui, alors on a notre propre souche de levure, on est assez fiers de ça, qui est entreposée dans des congèles à moins 80 en Belgique et à 2 endroits, au cas où il y a le feu. Et donc nous, dès qu'on en a besoin, on demande à ce qu'ils la réveillent, ils nous l'envoient ici, et nous après, on est chargé de la propager. Donc je m'occupe de la propagation de levure avec mes collègues, et donc ça, cette souche de levure, on va la développer ici, la propager comme je disais, et l'envoyer sur tous les sites. Une fois que cette levure est sur un site, le brasseur peut l'utiliser jusqu'à 40 générations, 40 brassins avec la même souche. Et ça, c'est la force de nos brewpubs, c'est qu'on a une bière pression qui permet de faire cette régénération un grand nombre de fois, sans qu'il y ait une perte de qualité, bien sûr. La plupart de nos bières sont brassées avec cette levure, donc forcément, c'est notre empreinte dans toutes nos recettes, c'est cette levure-là. Et après aussi, on s'autorise sur des bières éphémères, sur de la création, sur par exemple la levure de blanche, d'avoir des levures différentes pour des styles forcément appropriés. Comment ça marche la propagation de levure, une fois qu'on a sorti la bête du congélateur à moins 80 degrés ? Alors il y a un processus qui va prendre une dizaine de jours. Concrètement, comme je te disais, on réveille la levure, on la sort du congélo à moins 80. On va aller gratter sur la petite boîte de pétri, là où elle s'est développée en tout petit, pour la mettre dans un milieu qui va permettre de la propager. Elle a besoin de 2 choses pour se propager, de sucre et d'oxygène. Donc la levure, il faut savoir qu'elle a 2 modes. Elle a soit le mode je fais de l'alcool, soit je me multiplie. Et donc si on la met dans une bière, un grand volume de bière, elle va
plutôt faire de l'alcool, puisqu'elle n'a pas accès à l'oxygène facilement. Par contre, nous, ce qu'on veut ici au laboratoire, c'est surtout la propager, la multiplier. Et donc là, on a des agitateurs qui vont injecter de l'oxygène dedans en agitant la bière. C'est ce matériel-là qui nous permet de la multiplier. Une première étape, dans 50 ml de mou sucré, de l'oxygène pendant 24 heures, température ambiante. Et ensuite, chaque 24 heures, on va faire x4 en volume pour atteindre la quantité voulue à envoyer au brasseur sur place. Alors c'est quoi la quantité voulue quand on a plus de 60 brasseries ? L'on fait sur une année 180 propagations de 12 kg de levure. Une des caractéristiques des 3 brasseurs, c'est vraiment que la levure est sous forme pâteuse, donc vivante. Elle est dans son milieu, elle arrive prête à fermenter sur le site, le brasseur le met dans son brassin et ensuite va la récupérer. Donc on travaille vraiment sur un produit vivant, on n'a pas un sachet de levure sèche dans les mains, pas sur la levure 3 brasseurs en tout cas. C'est une caractéristique que les brasseurs adorent chez nous. Et certains sont très attachés à cette propagation de levure, à cette récupération de levure. Le petit levurier dans le coin de la salle de garde, c'est un petit peu leur animal de compagnie, entre guillemets, quoi. On ne peut pas parler de 3 brasseurs sans se rendre dans un restaurant où l'on brasse la bière sur place. Nous sommes maintenant au restaurant 3 brasseurs de Leuzen, à côté du grand stade, le stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d'Ascq, où nous retrouvons le maître brasseur des lieux, Erwan Fourré, que tout le monde appelle Slash, à part les gendarmes. C'est ça, tout à fait. On est ici dans la salle de concassage pour débuter notre visite de ton installation. La première étape, voilà, la matière première, le malt, la céréale. Donc là, tu peux voir devant toi, j'ai tous mes différents malts. Donc voilà, principalement, on va avoir du Pilsen, du Munich, et après, voilà, le froment et les malts spéciaux. J'ai du Rubis, du Vienna, du Cara, du Cristal, du Mélano, du Special Belgium, voilà. Et c'est ici voilà, qu'on va concasser la veille, souvent, parce qu'on a tendance à brasser très tôt le matin. Typiquement, tu commences ta journée à quelle heure ? Quand je brasse, c'est 7 heures démarrage du brassin. Déjà, c'est on chauffe, en fait, notre bâche à eau chauffe la nuit. Voilà, quand on arrive à 7 heures, l'eau est bien chaude comme il faut. On n'a plus qu'à réguler la température et attaquer tout de suite. Et ça nous permet comme ça de faire notre journée. Parce que la particularité, c'est qu'on brasse dans le restaurant. Donc à 11h30, le restaurant ouvre ses portes et les clients arrivent. Et les clients se posent en face de ma brasserie. Donc voilà, les bruits de pompe, à un moment donné dans ton repas le midi, t'aimerais bien t'en passer. Donc voilà, j'essaie de me caler en fait pour que mon Whirlpool par exemple s'arrête juste avant que les premiers clients arrivent à table. Et ça permet après, voilà, quand je suis en train de nettoyer, de pouvoir discuter avec les gens qui sont là. Ouais, parce que tu as un contact avec les clients ? Ah, tu vas voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire quand je brasse, il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de paroi. Voilà, ils ont tout, les odeurs, les bruits. Souvent, on voit des petits regards, ils se demandent qu'est-ce qui se passe et tout. Entre 2 opérations, c'est à 2-3 minutes, tu coptes un regard. Tu vas aller voir, vous demandez ce que je fais, et là t'expliques, voilà. On fait du ludique, comme ça on explique au fait aux gens, la bière est vraiment brassée sur place, et puis voilà, ça se brasse comme ça. Et souvent les gens disent, ah mais je savais pas, d'accord, mais c'est du boulot, ça prend du temps, et il n'y a qu'une personne qui fait ça. Mais. Ça c'est le côté très positif en fait de brasser ici. Alors tu concasses ici, ce qui ressort de ton moulin tombe dans un sac. On récupère donc ces sacs avec notre grain concassé. J'ai mon petit chariot qui est là, tu vois, et voilà, je traverse l'antre qui est de l'autre côté, c'est les cuisines, pour emmener en fait mes sacs au fur et à mesure qui sont concassés dans ma salle de brassage. On y va. Allez. Ce petit chariot là. Et voilà, on va être derrière. Les cuisines, la plonge, donc voilà, soit le chaudis doit passer par là, ça dépend. Alors on peut pas se tromper, c'est marqué sur la porte, salle de brassage. Donc tu vois, ici, assez compact, ma cuve d'empâtage, ma cuve d'ébullition, ma fameuse bâche à eau, ici. Donc mes sacs de malt ont été concassés la veille, ils sont là, j'arrive le matin, mon eau est chaude et je mets à chauffer pour faire bouillir un certain volume d'eau parce que je vais stériliser toute ma ligne de production. Et là, on va attaquer le brassage, c'est-à-dire que je vais me servir de ce fameux fourquet ici, parce que ça on brasse à la main, nous. On empâte à la main avec ce fourquet, donc je vais homogénéiser en fait mon malt concassé avec l'eau chaude et on va laisser infuser ça pendant 1h15.
un petit quart d'heure avant la fin de cette infusion, le gâteau, ce mélange de malt et d'eau, on va le mettre en suspension pour s'assurer que la filtration se fasse bien après. Donc les drèches, l'écorce du grain va rester à l'intérieur de cette cuve d'empâtage et je vais récupérer le jus qu'on appelle le mou et qui va passer via ces tuyaux dans l'autre cuve, la cuve d'ébullition. Et on va laver nos drèches pour récupérer tous les sucres. Et on va monter assez rapidement à l'ébullition. On va laisser bouillir pendant 1 heure, voilà, pour stériliser le mou. Et c'est pendant cette heure-là en fait, qu'on va mettre aussi le houblon en pellettes pour avoir notre amertume. Donc voilà, donc fin d'ébullition, on coupe la résistance et on va lancer ce qu'on appelle le whirlpool, c'est-à-dire qu'avec cette pompe qui est ici, on va prélever en fait le bas de cuve et la pompe va nous le renvoyer en fait ce mou de manière tangentielle à l'intérieur de la cuve et on va faire un tourbillon. Ça va nous permettre en fait de concentrer tous les résidus de protéines et le houblon au centre de cette cuve. Et si tu regardes bien à l'intérieur, tu verras qu'on a un petit plateau au centre, un peu surélevé par rapport au fond. Et en fait, notre houblon va rester au centre, une grosse partie sur le plateau. Et nous, quand on va entonner, envoyer en fermentation dans nos fermenteurs, dans la pièce qui est en dessous, on va prendre le mou clair. Donc on fait tourner pendant 10 minutes, 20 minutes de stationnement, pour bien que ça se pose au centre du tourbillon. Et après, on va envoyer tout ça dans les fermenteurs. On a un échangeur à plaques qui va nous aider à refroidir le mou, parce que si on l'envoie comme ça, nos levures ne vont pas du tout aimer ça. Il faut qu'on le descende à 23-24 degrés. Et après, vroom, tu vois le gros tuyau là, hop, zoom, 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 qui fait plein de tournicotis, et qui plonge voilà, dans le sol pour arriver en salle de fermentation. Donc là, on arrive dans la salle de fermentation, après toi. On remplit par le haut avec ce qu'on appelle une queue de carpe. Pièce inox, bien sûr. Donc, le mou va arriver ici. Et voilà, ça va faire comme un petit, comment dire, un entonnoir, mais à l'envers, quoi. Comme ça, on va diffuser le mou en haut de cuve pour l'oxygéner, naturellement, avec l'oxygène de l'air. Voilà, c'est là qu'on va mettre nos levures dans notre mou. Ça va fermenter après, c'est une fermentation haute. Donc en fait, régulièrement après, on va écumer le haut de notre bière en fermentation pour récupérer les levures. Et donc on a un levurier, voilà, c'est une grosse gamelle, inox. La bière est une religion, voilà notre cathédrale, c'est le levurier. On va le remplir jusqu'à avoir 4 kilos. Donc le labo fait un starter et nous on va faire 40 bières après. Donc on va fermenter, après ça dépend des bières, mais entre 4, 5, 10 jours, voilà, pour être assez large. Et à un moment donné, on va arriver à notre atténuation limite. Donc chaque fermenteur ici est thermorégulé. Ce qui nous permet en fait d'avoir dans une même pièce, par exemple, une bière qui va être au froid, elle est finie. Voilà, les levures vont se redéposer très vite. Et à côté, un autre fermenteur qui, lui, est à 25 degrés, qui est en pleine fermentation. Voilà. Donc là, on arrive, donc tu vois, la salle de garde. Donc, voilà. Après, toi, je t'en prie. Contrairement à la salle de fermentation, ici, c'est la pièce qui est réfrigérée. Donc, on refroidit la pièce. Et donc, tu vois, j'ai tous mes tanks de garde. Donc, moi, j'ai la chance d'en avoir 10 ici à Leuzen. Et donc on va traverser, comme je t'ai dit, donc on a notre bière du fermenteur qu'on avait mis au froid, qui est à peu près à 4 degrés. Elle va arriver donc via la pompe ici, paf, et elle va passer à travers cette lanterne, qu'on appelle la lanterne de saturation. Pendant la fermentation, donc création d'alcool et de CO2, mais cuve ouverte. Donc en fait, la majeure partie du CO2 va s'en aller. Donc en fait, on va venir finir cette saturation ici. On va lui adjoindre au passage, en remplissant le tank de garde, avec du CO2 ici. Voilà. Hop, et ça va passer ici, et on va remplir donc ces fermenteurs, ces tanks de garde, pardon, par le bas, ici. Hop. Donc ça se remplit. Quand je vais arriver à un bar 2, on a un système de bond donneur ici qui va laisser s'échapper au-dessus d'un bar 2, le CO2 que moi j'avais mis dedans avant, tout doucement, pour éviter que ça mousse dans le tank. Et voilà, je mets à peu près entre 50 et 55 minutes pour remplir. Voilà. Et après, on va venir se brancher ici, un peu au-dessus du fond. C'est l'un des attraits en fait, Trois Brasseurs aussi.
C'est comme un gros fût en fait, ce tank de garde. Il est branché directement en fait pour les pompes du bar chez nous on en a 2. Et donc cas classique en fait, quand tu veux tirer de la bière, il faut garder la pression dans ton fût. Donc on met une contre-pression qui va servir aussi à faire en sorte que la bière elle monte à l'étage. On la maintient en froid, à l'abri de la lumière, tu vois. Et en fait on met une contre-pression mais juste pour garder la saturation qu'on a choisie. Donc là, je suis à un bar, tu vois, de contre-pression. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le tableau que tu vois de l'autre côté. On a un système en fait de flowjet, on appelle ça. C'est des pompes pneumatiques qui vont prendre le relais pour en fait donner la pression pour remonter à l'étage. Donc en fait, on garde notre saturation idéale ici et on a une ligne Python qui arrive en haut et la pression va être donnée par une pompe à vide, quoi. Donc on ne repousse pas au CO2 dessus. Grand merci, pendant le confinement, on a perdu quasiment aucune bière, quoi. Elle n'a pas bougé, elle était bien, tranquille, elle n'a pas resaturé, tout bien. L'attrait aussi de ceci, c'est que tu vois ce petit système, donc les tanks sont branchés, ils arrivent ici, ça va dans ce qu'on appelle le cellar boy. Donc ce petit tube transparent où on voit la bière dedans, et en haut tu as une petite bille. Ce qui fait que quand on arrive en fin de tank de garde, donc il n'y a plus que du CO2, notre barman qui est là-haut, à un moment donné, il aurait une explosion de CO2, de mousse. Et bien là, non. Parce que s'il n'y a plus de bière arrivée ici, la petite bille ne flotte plus. Elle va venir dans le fond ici et va obturer la sortie de bière qui remonte au bar. Donc au bar, en fait, ça va couper net. Voilà. Slash, on se retrouve en terrasse aux Trois Brasseurs de Leuzen pour parler d'une autre casquette qui est la tienne, celle du formateur. Alors, ça fait 1 an et demi que tu es dans le groupe et déjà tu accueilles des futurs brasseurs à tes côtés pour des formations qui durent 8 semaines. Oui, c'est ça, 8 semaines, c'est le protocole 3B, 8 semaines de formation en doublette avec un brasseur confirmé. Pendant ces 8 semaines, en fait, non seulement on va le former sur le brassage et le protocole 3 brasseurs, mais aussi l'intégrer et l'immerger dans l'environnement restaurant 3 brasseurs. Il y a des spécificités ? Oui, comme on disait tout à l'heure, on brasse et on est face aux clients. Donc on est un peu l'ambassadeur. Et autour de nous, il y a des serveurs, il y a des cuisiniers. Tout ça, c'est une petite équipe et le brasseur a sa place au milieu de tout ça. Il doit faire partie intégrante de la vie du restaurant parce que faire vivre le restaurant, c'est faire vivre sa bière aussi. Faire la bière, c'est une chose. La faire vivre, la vendre, la promouvoir, c'est autre chose. D'où les 8 semaines de formation pour bien comprendre tout ça. Qu'est-ce qui se passe au bout des 8 semaines de formation ? Un examen final et puis ensuite le jeune brasseur vole de ses propres ailes ? On peut résumer ça comme ça. En fait, au bout des 8 semaines, il y a une petite validation théorique, technique de brassage, le rôle du brasseur dans le restaurant et puis le côté, on fait partie d'un groupe. Donc il y a un côté administratif, on a des échéances en termes de gestion des stocks, comptabilité, marge, tout ça. Donc voilà, une petite validation théorique. Et surtout, après, il y a la journée de validation, comme on l'appelle. Mon jeune padawan, qui veut devenir Jedi, va en fait faire un brassin en totale autonomie avec notre animateur brasserie, qui sera là toute la journée avec lui pour suivre le déroulement du brassin, donc de A à Z. Donc moi, là, je suis en retrait. Il faut que je devienne transparent. Je ne dis plus rien. Je ne fais plus de gestes. L'animateur brasserie le suit tout au long du brassin jusqu'à l'entonnement, jusqu'à la fin. Donc le nettoyage qui s'assure que qu'il est méticuleux, comme doit être tout brasseur, c'est-à-dire que la salle de brassage à la fin de la journée, elle est rutilante et prête à resservir pour le lendemain. Et voilà, et s'assurer qu'humainement ils se sentent bien aussi, pas en danger, et que face aux clients, ils soient pas tétanisés, je sais plus quoi. Enfin voilà, c'est ça la validation, quoi. Et à la fin de la journée là, donc on lui remet symboliquement un petit diplôme, qui nous fait bien sourire à nous. On le met sous cadre. Voilà, c'est le premier brassin en totale autonomie. Et après, il part dans son resto. Les premiers mois, l'animateur brasserie va contrôler que le nouveau promu se sente bien et suive bien le protocole. Et puis voilà, le cas échéant, peut-être corriger les petites dérives qu'il aurait pris en étant tout seul. Mais ça se passe très très bien, je vous rassure.
les 5 dernières minutes avec la dégustation. Antoine, que nous as-tu préparé ? Pour une fois, c'est pas moi, j'ai arrêté, vois-tu ? J'ai arrêté ces bêtises-là. Non, je laisse les autres travailler à ma place maintenant. Non, mais effectivement, qu'est-ce qu'on t'a préparé ? Et bah donc, alors là, on est sur du classique de chez classique. On peut pas faire plus classique aux Trois Brasseurs. C'est notre fameuse blonde de style type Golden Ale, blonde d'eau de fermentation de soif, mais avec la fameuse levure Trois Brasseurs. Gaël, il t'en a pas mal parlé tout à l'heure. C'est quoi du coup la typicité qui va être amenée par notre levure ? Et bah c'est des notes finement briochées, légèrement épicées, qui sont supplantées par la floralité du houblon Saz. On met du Saz et du Bramling Cross anglais, donc Saz, houblon noble tchèque, et du Bramling Cross, houblon anglais noble également. Ce qui fait qu'on a une jolie floralité sur des petites notes briochées qui renforcent le côté un peu muesli céréalier. Et après, la levure amène une petite twist épicée, légère note de pomme, mais ça passe tout seul en fait, on veut que ce soit une bière de soif, donc ça doit passer crème, sans se prendre la tête, mais on a de l'arôme, la levure amène son supplément d'âme, et c'est ce qu'on recherche en fait. Voilà. Au nez, ce qui ressort justement, c'est sa floralité, sa petite note pomme légèrement fruitée. Mais quand je dis pomme, attention, je parle pas de tout ce qui est défaut, acétaldéhyde, goût de pomme verte, pas du tout. Non, vraiment le côté pomme travaillé sur le céréal, presque un peu plus confit. Voilà. Et ensuite en bouche, là, on a les petites touches légèrement épicées et le fameux petit halo brioché de notre levure qui ressort sur une amertume fine et herbacée, parce qu'il faut quand même voir qu'on est sur une blonde de soif à 24 IBU. L'indice d'amertume dans la bière, pour le coup, c'est pas anodin, 24 IBU sur une blonde de soif à 5,2 d'alcool. Ça fait que l'amertume, elle est quand même présente. Voilà. On n'est pas du tout sur une IPA, on n'est pas sur une bière dite amère, mais il y a une tenue sur l'amertume, ce qui fait qu'il y a une persistance sur les arômes qui est là et qui est tenue justement grâce à cette touche d'amertume supplémentaire. Deuxième dégustation. La blanche. Alors, la blanche, on est à mi-chemin entre le Witbier belge ou une Hefeweizen, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'épices. Par contre, on n'est pas à 50% de froment comme sur une vraie Hefeweizen allemande. Donc, on est une espèce d'hybride entre les deux. Elle a cette touche épicée. On la sent déjà un petit peu au nez. Donc, c'est notre souche de levure également, de blanche. Le citronné amené par le blé, on le sent bien tout de suite. Et si on met en bouche après, on retrouve l'épice, petite note de clou de girofle. Et alors là, c'est moins le cas parce qu'elle a un petit peu de temps de perce. Et pour le coup, quand elle est fraîchement mise en perce, ça c'est l'avantage du côté brewpub, c'est qu'on a un goût de banane. Alors le goût de banane de la levure ressort, des fois c'est carabiné. Il y a même le côté banane presque bonbon, des fois. C'est assez surprenant. Là, on l'a juste présent, il vient accompagner la petite touche citronnée du blé. Voilà, c'est une bière qui est peu amère, voire pas amère, donc qui plaît beaucoup quand on n'aime pas l'amertume, au contraire. Voilà. Troisième dégustation, Antoine, la recette locale. Oui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on disait on laisse la part de créativité à nos brasseurs. Donc là, Slash, ça c'est ta recette. Tu as la particularité sur ton site, à Lezen, d'être juste à côté du Grand Stade, Stade Permurois. Donc une bière de supporter, mais qui se veut une bière de goût et de saveur quand même. Donc si tu veux en dire deux mots justement pour la présenter un petit peu, cette Doguilloise. La Doguilloise, en fait, c'est une Copper Ale, blonde légèrement cuivrée à l'hibiscus, avec un petit dry hopping de Simcoe et de Chinook. Donc effectivement, c'était une bière pour les supporters du LOSC, donc il nous fallait une bière avec une bonne buvabilité, avec les bonnes couleurs pour le LOSC. Montrer un peu aussi le savoir-faire Trois Brasseurs, donc voilà, le petit dry hopping, l'hibiscus, complexifier un petit peu le goût, mais que ça reste buvable à la pinte. Et pour le coup, si je peux rajouter un truc, c'est que là je vais faire un peu de flagornerie auprès de Slash, c'est que je trouve qu'elle est extrêmement bien faite parce que j'ai du mal à supporter personnellement les bières à l'hibiscus d'habitude. Quand il m'a annoncé au départ, c'est une bière à l'hibiscus, je fais ok, super. Et en fin de compte, c'est super bien dosé. Comme quoi, quand on travaille bien, même d'un ingrédient qu'on n'est pas fan au départ, ça donne un super bon produit. Et ça amène justement, outre la couleur, comme on dit, la couleur, un petit supplément d'âme justement qui est très intéressant sur cette petite acidité florale qu'amène les hibiscus sur ton combo de houblon, c'est super sympa. Quatrième dégustation. L'IPA ou IPA national, national parce que c'est une recette qu'on reproduit pour le coup là, sur tous les établissements. Particularité, on change les cultivars de houblon tous les ans. Et cette année, on a mis en avant les Talus et Idaho 7 comme houblon. Donc là, quand on prend la bière au nez tout de suite, le côté exotique, si on regarde un peu plus près à ce qu'on ressent, ça va être des notes un peu ananas, fruits de la passion. Et normalement, en bouche, on retrouve exactement la même chose. Ce qui est le cas. En revanche, là se déploie en bouche la sève de pin. On a vraiment le côté résineux, comme sur une West Coast traditionnelle, sans une amertume carabinée. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas des bières à 50, 60 IBU extrêmement amères. On se cantonne à 40. Alors là, c'est totalement voulu. C'est pour non pas plaire au plus grand monde, parce que déjà là, on ne plaît pas à toute notre clientèle.
Mais par contre, c'est pour éduquer progressivement aussi nos clients à ce que c'est qu'une bière amère. On était à 35 IBU l'année dernière, là on est à 40. Donc pour le coup, on augmente crescendo et on trouve qu'on a trouvé un bel équilibre justement sur le côté résineux, sève de pin, extrêmement fruité et exotique et avec une amertume tenue qui propulse les arômes. Et on termine par... On termine par une petite gâterie, si j'ose dire, qui était proposée à la clientèle au mois d'avril. Donc ça fait partie des bières éphémères, bières mensuelles. Donc là, on est vraiment sur les derniers jets de cette bière, qui est donc une gauzeuse qu'on a surnommée la gauze. On n'a pas été chercher très loin, mais avec 2 Z, voilà, parce qu'on était sur une thématique jazz, en fait, sur cette bière. La particularité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le style gauzeux, style allemand, qui est né à Goslar, dans la région de Leipzig, donc il y a plusieurs siècles de ça, remis au goût du jour grâce aux brasseurs artisanaux aux 4 coins de l'Europe et pas mal en France, hein. C'est un style qui est vraiment plébiscité par les brasseurs français. Donc nous on s'est mis à en faire au mois d'avril. Toujours du sel, de la coriandre dans une gauzeuse, sur une bière acide où il y a une inoculation de bactéries lactiques qui amène cette acidité naturelle. Okay, nous on s'est fait plaisir, on a dit on va mettre un petit twist acide en plus et beaucoup de fruité, donc on a mis citron kombawa, citron yuzu et un peu de citronnelle. Voilà. Donc ça, si je prends la bière, forcément, ça saute un peu au nez. Ce qui saute au nez aussi, c'est la tendresse du froment, du blé, parce que c'est une bière de blé, une bière blanche à la base, qui est certes acidulée, mais une bière blanche. Et là, en bouche, une bulle extrêmement fine, une petite acidité, mais qui ne vous abîme pas du tout la langue ou les gencives, pas du tout agressive, hein. Acidulée, presque un peu citronnale. Et c'est d'ailleurs renforcé par le citron yuzu, le citron kombawa et ce parfum de citronnelle qu'enveloppe le tout. Donc il y a presque un halo herbacé qui arrive à la fin comme ça, c'est super sympa. Typiquement avec les belles chaleurs qu'on a en ce moment, c'est royal. Là, je pense qu'Olivier, on va se mettre tous les deux en terrasse et on oublie tout le monde. On se pose, c'est tout. Là. T'as un train. En conclusion, Antoine, les projets pour 3 brasseurs ? On l'a évoqué, effectivement, on va pas se le cacher, on est en plein boom, en plein développement, on suit un peu ce qui se passe dans le monde de la bière, c'est-à-dire que ça va plutôt bien comme enseigne parce qu'on a une ADN bière très très forte, qu'on est très bien structuré, qu'on a des super brasseurs, qu'on a des super équipes en restaurant, qu'on essaie de les accompagner au mieux, malgré le fait qu'on grossisse assez vite. Et au-delà de l'ouverture des restaurants, on a des projets aussi on ne s'interdit plus demain d'être présent sur d'autres lieux de vente, tu vois. Et pour être présent sur d'autres lieux de vente, genre, je pense aux cavistes ou je pense des épiceries fines, des magasins spécialisés dans la vente de bière, quels qu'ils soient, ou même des fois sur Internet, ce genre de choses. On ne peut pas être présent parce qu'on n'a pas la capacité sur nos restaurants. On n'a pas les outils pour produire à grosse échelle des bouteilles ou des canettes. On peut le faire de manière sporadique. On fait un peu de bouteilles à bouchon mécanique sur nos restaurants, mais c'est plus un petit plus pour notre clientèle qui vient au resto. Demain, si on veut vendre dans un réseau de cave à bière, par exemple, il faut qu'on ait un outil de production externalisé. Donc demain, on est en train de réfléchir à avoir un atelier de production dédié à ça. Ce qui ne change strictement à rien à tout ce que je t'ai dit avant. On continuera malgré tout à brasser sur chaque établissement. Donc quand tu prendras une pression encore en 2023, 2024 ou 2025 aux 3 brasseurs, cette bière-là, par contre, elle est fabriquée sur place, au cœur de l'établissement, par un brasseur ou une brasseuse qui est maître des lieux, quoi. Voilà, ça change rien. Et au-delà de ça, l'internationalisation, il y a des projets qui sont dans les tuyaux. On ne peut pas en dire plus pour l'instant parce que c'est vraiment totalement embryonnaire, mais il y a des pourparlers, des envies de se développer notamment en Europe, mais c'est vraiment embryonnaire, donc le moment venu, de toute façon, j'hésiterai pas à repasser un moment avec toi pour en parler. Mais c'est vrai qu'on est plutôt content parce qu'on a plein de projets, plein de choses sous le pied, et voilà, pareil, tous les sujets, on nous relance souvent sur les bières sans alcool, tout ça, oui, pourquoi pas, mais on attend d'avoir les outils dédiés, le faire bien, pas n'importe comment. On ne souhaite pas faire des bières sans alcool sans avoir une vraie traçabilité dessus, donc on ne le fera pas sur chaque établissement, des bières sans alcool comme ça, parce qu'on veut une pasteurisation, parce que ça reste un produit qui est trop fragile, contrairement à la bière avec son taux d'alcool qui naturellement la protège, quoi, voilà, de toute infection bactérienne, pathogène ou quoi que ce soit. Donc on y réfléchit, c'est pas qu'on est arriéré sur des sujets comme ça, c'est qu'on veut faire les choses dans le bon ordre. Voilà. On n'est pas une petite brasserie. Voilà. C'est la difficulté, c'est qu'on est on est une multitude de brasseries au sein d'un groupe. Donc il y a plein de sujets, il y a plein de choses qui vont sortir, ça va être chouette, mais ça prend un peu plus de temps, forcément.
Merci à Antoine Vidal, Gaël Madouas, Slash et aux équipes 3 Brasseurs pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de ce podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et désormais, vous retrouvez aussi le Podcapsuleur sur Sibel. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Rendez-vous dans 15 jours dans le département du Rhône cette fois-ci. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.